à tous, il est 19h. Merci de nous être fidèles. Tout de suite, le sommaire de votre journal. Clôture de l'édition 2022 du concours officiel du saut d'obstacles organisé par la Garde royale sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'état-major général des Forces armées royales. Le palmarès dès le début de ce journal. Après le sommet extraordinaire hier de l'Union africaine sur les questions humanitaires en Afrique, Nassar Bourita a représenté Sa Majesté le Roi au deuxième sommet de l'Union africaine sur la lutte contre le terrorisme et les changements anticonstitutionnels de gouvernement en Afrique. Des travaux sanctionnés par une déclaration finale. Les développements dans quelques instants. Covid-19, les principaux indicateurs ne sont pas alarmants, mais le spectre d'une nouvelle vague n'est jamais très loin. Le virus circule encore parmi nous. Le scénario de rebond n'est pas à exclure. Pour freiner tout cela, le maintien des gestes barrières et la troisième dose s'impose. Bonsoir, sport saut d'obstacles pour commencer ce journal avec la clôture de l'édition 2022 du concours officiel de saut d'obstacles organisé par la Garde royale sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'état-major général des Forces armées royales. L'événement a été initié à huis clos à aujourd'hui, 29 mai, à la carrière Hassan II au Méchoir à Rabat. Le palmarès du Grand Prix Sa Majesté le Roi Mohammed VI avec Qaïma Belhaouchi, Zakaria Mouqenbillah et Boubkar Ben Ghabret. À la carrière Hassan II au Méchoir à Rabat, une rude concurrence pour le Grand Prix Sa Majesté le Roi Mohammed VI. C'est le cavalier Abdeslam Ben Anis Miras qui remporte le Grand Prix de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Ce prestigieux prix a été remis par le président de la Fédération royale marocaine des sports équestres, Moulay Abdallah Alaoui. Premier sur le podium, montant Saphir des Chayottes, Abdeslam Ben Anis Miras est talonné par Rali Bouqa. La troisième place revient au sous-lieutenant de la Garde royale, Saad Jebri. Le capitaine Mouad Bouya de l'école royale de cavalerie de Temara s'adjuge la quatrième place. Hier, le prix de la place d'armes de Rabat Salé a été remporté par le cavalier Farid Amanzar, montant Furunia. Le cavalier s'est classé premier de la compétition de la catégorie 3 étoiles en terminant le parcours en 29 secondes 53 centièmes. Initié 3 jours durant, cet événement a connu la participation des plus éminents cavaliers des clubs équestres nationaux, affiliés à la Fédération royale marocaine des sports équestres. Sport toujours, football cette fois-ci avec la finale de la Ligue des champions africaine. C'est prévu pour demain. Le Wydad de Casablanca affrontera le club Kairat d'Al Ahli au complexe sportif Mohamed V de Casablanca. Le Wydad qui aspire à rééditer l'exploit de 2017 quand les Rouges et Blancs, souvenez-vous, ont remporté leur deuxième sacre continental au détriment des Égyptiens. Pour cette troisième finale de la Ligue des champions africaine entre équipes marocaines et égyptiennes, l'enjeu est énorme pour les deux protagonistes. Al Ahli qui va tenter de gagner son 11e trophée, le 3e de suite, alors que le Wydad de Casablanca cherchera une 3e consécration après ses sacres en 1992 et en 2017. La capitale de la Guinée équatoriale, Malabo, a abrité hier un important sommet de l'Union africaine, le sommet extraordinaire sur la lutte contre le terrorisme et les changements anticonstitutionnels de gouvernement en Afrique. Tenu hier, les participants ayant mis l'accent sur l'impératif de renforcer l'action collective pour relever les défis du terrorisme, de l'extrémisme violent et des changements anticonstitutionnels de gouvernement dans le continent africain. À ce sommet, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nassar Bourita, a représenté Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Les précisions tout de suite en compagnie d'Iman Ablo. L'Afrique continue de faire face à des défis structurels pour s'attaquer de manière adéquate aux causes profondes du terrorisme, de l'extrémisme violent et des changements anticonstitutionnels de gouvernement. La déclaration finale du sommet africain extraordinaire est un appel sans équivoque pour une action collective contre la résurgence des changements anticonstitutionnels de gouvernement, l'expansion de la menace du terrorisme et de l'extrémisme violent sur le continent. Selon l'indice mondial du terrorisme 2022, environ la moitié de
tous les décès attribués au terrorisme dans le monde l'année dernière ont été enregistrés sur le continent. À ce sujet, les participants réitèrent leur condamnation sans équivoque de toutes les manifestations de terrorisme et de l'extrémisme violent à travers le continent. Les participants indiquent à cet égard que les déficits de gouvernance, le terrorisme et l'extrémisme violent sont aggravés par l'impact du dérèglement climatique et l'inquiétude suscitée par l'utilisation des ressources naturelles par les groupes terroristes comme source de financement. Des groupes terroristes tels que Daesh et Al-Qaïda, ainsi que leurs affiliés, ont intensifié leurs attaques à travers le continent. Conséquence, des civils innocents tués, des tensions intercommunautaires exacerbées, une situation qui sape l'autorité de l'État et bouleverse le développement. S'agissant des changements anticonstitutionnels de gouvernement, la déclaration finale condamne sans ambiguïté aucune toutes les formes de changements anticonstitutionnels de gouvernement en Afrique avec une tolérance zéro. Malgré ces obstacles, ajoute la déclaration finale, les États membres, les communautés économiques régionales et les mécanismes régionaux, tout comme les organes de l'UA, continuent de faire des avancées progressives vers la consolidation de la démocratie et du constitutionnalisme, ainsi qu'en direction de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Et pour en parler plus longuement, nous sommes avec le professeur, le politologue Moustapha Sahimi. Professeur Sahimi, bonsoir. Bonsoir. Alors, la capitale équato-guinéenne, Malabo, a abrité pendant ces 2 derniers jours 2 sommets extraordinaires de l'Union africaine très importants. Le premier a porté sur les crises humanitaires dans le continent africain. Tout d'abord, quels sont les dossiers urgents? Quelles stratégies mises en place pour les affronter, pour relever ces défis? Et puis, quel rôle pourrait jouer le Maroc dans ce sens? Effectivement, il y a eu 2 sommets. Le premier, c'était vendredi sur la crise humanitaire et le second sur les changements inconstitutionnels et la lutte contre le terrorisme. Pour ce qui est donc de la crise humanitaire, la situation évidemment est gravissime dans le continent. Savez-vous combien il y a de situations dramatiques sur ce plan-là, sur le plan humanitaire? 113 millions de personnes. C'est beaucoup, c'est énorme. 113 millions de personnes, et donc c'est des réfugiés essentiellement dans l'Afrique de l'Est et la Corne de l'Afrique, mais aussi en Afrique centrale et dans le bassin du lac Tchad, où il y a donc 7 millions de réfugiés. C'est quelque chose de préoccupant. Il y a 2 facteurs qui ont conduit à cette situation. Le premier facteur, évidemment, c'est l'impact social et économique de la pandémie Covid-19, c'est évident, on le voit partout, mais encore plus dans des pays de vulnérabilité économique et sociale. Et deuxième facteur, c'est les changements climatiques, avec ce que cela implique, donc comme sécheresse, inondations, etc. Je note que la position du Maroc est une position solidaire, appelant donc à des mesures opératoire dans ce domaine. Et je note aussi que... pour la sécurité sanitaire, pour la sécurité alimentaire. Tout à fait, tout ça, donc pour mettre les choses un peu à niveau. Et un appel a été lancé à la communauté internationale dans ce sens-là. Pour l'heure, cet appel était réduit au minimum, alors qu'on a vu tellement de mobilisation de cette même communauté internationale pour les réfugiés, les 6 millions de réfugiés ukrainiens et pour ce qui se passe en particulier ailleurs dans d'autres régions. Donc il y a là un élément de préoccupation pour l'unité africaine et pour les États membres. Très bien, intéressons-nous à présent, professeur, au 2e sommet qui s'est intéressé, qui était axé plutôt sur le terrorisme et sur les changements anticonstitutionnels de gouvernement en Afrique. Nasser Bourita, qui a représenté Sa Majesté le roi Mohamed VI à cet événement, a relevé que l'écosystème du terrorisme évolue vers un, je le cite très exactement, un nexus affirmé entre terrorisme, séparatisme et criminalité. Tout à fait. La position du Maroc, elle est connue pour les 2 volets que vous avez évoqués, c'est-à-dire les changements inconstitutionnels. La position du Maroc est pour le respect des agendas et des institutions en place. Et donc, elle n'est pas du tout favorable à des changements qui sont intervenus, des coups de force qui sont intervenus dans 5 pays, il faut le dire, Mali, Soudan, Guinée, Burkina Faso et même le Tchad. Donc là, c'est une position de principe du Maroc. La deuxième position de principe du Maroc, c'est qu'il faut se mobiliser de manière active contre le phénomène terroriste qui est prégnant, qui est tellement prégnant en Afrique par rapport à d'autres régions du monde. Sur ce plan-là, le Maroc a des choses à dire, du fait de son expérience, du fait de son savoir-faire, du fait de son appréhension affinée de la question terroriste.
illustré par tout le bilan de notre politique sécuritaire au-dedans, et illustré également par toute la projection et les relations qu'il y a avec d'autres pays. Il faut rappeler qu'il y a 3 semaines, le 11 mai, s'est tenue à Marrakech la coalition mondiale contre Daesh, avec 79 pays. Donc c'est au Maroc que l'on doit évidemment l'organisation et les avancées qui ont été enclenchées dans ce domaine. Et ça me paraît important. Ça a été également soulevé par le président de la Commission africaine, Moussa Faki Mahamat. Nous sommes dans la même ligne, il y a une convergence d'approche. Et il faut pour ça aussi, c'est important, il faut le redire, une mobilisation de la communauté internationale. Sachant que le phénomène d'extrémisme et du terrorisme se nourrit des crises humanitaires que vous avez évoquées tout à l'heure, des vulnérabilités économiques et sociales. Donc le premier événement est très lié au deuxième en fait. C'est planétaire, c'est planétaire, et il y a bien une connexion qui a été relevée, dénoncée par la coalition mondiale dont j'ai parlé de Marrakech le 11 mai, par les positions marocaines. Les Marocains affirment toujours qu'il y a une connexion entre le séparatisme, le terrorisme et la grande criminalité. Et le Maroc est bien placé puisque le Maroc est confronté à ce qui se passe chez le voisin, notamment dans les camps Tindouf, avec les menées du mouvement séparatiste. Donc il y a là une prise de conscience importante à faire. Et c'est aussi un appel lancé à la communauté internationale pour qu'elle prenne en charge ce dossier alors qu'elle est davantage mobilisée, en particulier pour ce qui est du Moyen-Orient. Et puisque vous venez d'évoquer le voisin de l'Est, force est de constater, professeur, que le Maroc est aujourd'hui un acteur clé, un partenaire stratégique dans la lutte antiterroriste et pour relever aussi les défis sécuritaires et socio-économiques qui s'imposent pour le continent africain et de par le monde aussi. Alors que l'Algérie, le voisin de l'Est, demeure défaillante, disons-le, absente, qui brille par son absence. Le Maroc a un rôle pionnier dans la lutte antiterroriste, et ça, c'est depuis 2 décennies. Il y a là une capitalisation qui s'est faite, on n'y revient pas. Il y a aussi la volonté de définir une politique globale d'approche du phénomène terroriste. C'est quoi? C'est une approche multidimensionnelle. Il ne suffit pas de réprimer, il ne suffit pas de sécuriser, il faut aussi apporter une réponse sociale au phénomène terroriste, donc une approche multidimensionnelle où le Maroc, donc, sur ce plan-là, a des titres à faire valoir. Ça explique le statut du Maroc. La question sécuritaire, maintenant, pour ce qui est du Maroc, elle est préoccupante dans la région. Savez-vous qu'il n'y a aucune coopération sécuritaire entre le Maroc et l'Algérie? Aucune. Comment voulez-vous donc vous mobiliser dans la lutte antiterroriste, ce qu'annonce le discours officiel algérien, alors qu'avec un pays voisin, sur le terrain concrètement, il n'y a aucune communication, il n'y a aucune relation. Premier élément. Le deuxième élément, le président algérien Tebboune était présent. Il a présenté un rapport sur la lutte antiterroriste. C'est un rapport d'affichage, il a proposé un fonds spécial, tout ça, etc. Mais évidemment, c'est de l'affichage parce qu'il faut de la cohérence. Comment voulez-vous proposer des solutions continentales, donc en Guinée équatoriale, alors qu'au Maghreb et dans vos rapports avec le pays voisin, vous n'avez aucune communication, aucune coopération? Premier élément. Deuxième élément, il y a le problème de la prétendue race. Il y a quelques jours, le prétendu chef d'état-major de la race, qui s'appelle Mohamed Loualikik, a fait des déclarations tout à fait incendiaires en disant que son mouvement séparatiste allait lancer des opérations terroristes dans les villes du Sahara marocain et peut-être même ailleurs, et que ça allait se faire dans quelques jours. Donc nous sommes face à une situation exceptionnelle, à une équation fermée. Comment le pays voisin et son affidé, donc le mouvement séparatiste, peuvent-ils siéger dans une conférence internationale de l'UA alors qu'ils ont une pratique tout à fait contraire au principe de la Charte des Nations Unies, de ce qui a été annoncé? Donc nous sommes face à cette situation et c'est pas inutile que ça soit mis à nu, que ça soit rappelé, comme ça chacun sait ce qu'il fait et chacun sait ce qu'il a à faire avec l'autre. Très bien, merci beaucoup, professeur Mostafa Shahimi, de cet éclairage. À présent, les principaux chiffres du Covid-19, 162 nouveaux cas ont été enregistrés pendant ces dernières 24 heures. Les cas actifs sont au nombre de 1511, alors que 2 cas sévères ou critiques ont été signalés pendant ces dernières 24 heures toujours, portant le total à 14. Pour ce qui est du taux d'occupation des lits de réanimation, eh bien, il se situe à 0,3%.
Et pour ce qui est de la vaccination, plus de 6 400 000 personnes ont jusqu'ici bénéficié de la 3e dose. Restons vigilants et maintenant les gestes barrières et armons-nous surtout avec la 3e dose, la dose booster pour nous protéger et protéger les autres. La hausse des cas n'est certes pas inquiétante, mais selon les spécialistes, nous ne sommes pas à l'abri d'un éventuel rebond des cas. Pour se protéger et protéger nos proches, eh bien, il convient de maintenir les gestes barrières et avoir un schéma vaccinal complet. Ces derniers jours, beaucoup de citoyens, en tout cas, reprennent les chemins des vaccinodromes pour recevoir la dose booster. Oumaima Ramli, Abdelhamid Jebran et Adna El-Harras. Cela fait plus de 6 mois que Taha devait recevoir sa dose de rappel. Mais en raison de soucis de santé, ce jeune a dû reporter l'échéance. Aujourd'hui, il retrouve le chemin du vaccinodrome de Bab Marissa à Salé. Je viens de recevoir ma dose de rappel, certes avec du retard, mais je n'ai pas pu le faire avant. Avec la hausse des cas, mieux vaut être prévenant. Je me sens protégé. Une dose booster nécessaire à l'approche du grand rush de l'été. Car en cette période, le virus risque de gagner du terrain. Une nouvelle vague n'est pas définitivement à exclure. Je viens compléter mon schéma vaccinal car je prévois de voyager à l'étranger. Sans cela, on ne peut pas quitter le territoire national. Cette dose est une protection de plus nécessaire en période de vacances. En effet, la situation est loin de se stabiliser. Les experts sont formels. Dire que le Covid est derrière nous est une grosse erreur. Parole de spécialiste. بارتفاع هذا العدد ديال الإصابات من جديد كيبين لنا باللي تفشي فيروس كورونا. Depuis quelques jours, la courbe des contaminations est en légère hausse. Avec l'approche des grandes vacances et le retour des Marocains résidant à l'étranger et des touristes, ce nombre pourrait croître. On ne doit pas baisser les gardes, donc vaccination complète et strict respect des gestes barrières. Au Maroc, 6 millions de personnes seulement disposent d'un schéma vaccinal complet. Cela reste largement insuffisant pour atteindre l'immunité collective. La Direction générale de la Sûreté nationale est distinguée. Elle vient de remporter l'African Excellence Award e-Government en reconnaissance du niveau avancé des prestations fournies par la nouvelle génération de la carte nationale d'identité électronique et du rôle important joué par ce document d'identité sécurisé pour assurer la sécurité des documents et des transactions à distance et le renforcement de la confiance dans l'identité numérique. La DGSN a été primée lors de la cérémonie de remise des trophées de la 15e édition de la grande messe africaine de l'innovation Africa Day ID Expo organisée la semaine dernière à Marrakech. Des trentenaires qui ont soulevé leur 5e Ligue des Champions, un entraîneur qui a raflé sa 4e couronne européenne et une résilience à toute épreuve. Voilà ce que l'on peut dire sur le Real Madrid qui a remporté hier la Ligue des Champions. Grâce à sa formule atavique, le Real Madrid a conquis son 14e titre. Éternel Real Madrid pour El Mundo, champion infini pour Marca. La presse espagnole s'est réveillée en plein rêve aujourd'hui pour célébrer à sa juste valeur l'immense et l'incroyable performance du Real Madrid. Une semaine après, le camouflé Kylian Mbappé. La déception a donc laissé place à la joie. Boubkar Ben Ghabret. Le Real, le club le plus titré au niveau européen. Porté par un Benzema avec 15 buts cette saison, l'équipe d'Ancelotti décroche sa 14e couronne aux dépens de Liverpool. Sa 14e Ligue des Champions, il la doit au Brésilien Vinicius Junior, 21 ans, auteur du but de la victoire, et à Monsieur Ligue des Champions, déjà 2 fois vainqueur, comme joueur, puis comme entraîneur. Pour être honnête, à présent, je ne songe pas au sacre. Je pense juste à mon bonheur du moment. Nous avons rendu les fans du Real de Madrid heureux. C'est le plus important pour nous. Nous avons passé une saison incroyable. C'est un honneur d'évoluer avec ce collectif des joueurs de talent. La finale de la Ligue des Champions a été illuminée par les arrêts du gardien du Real, Thibaut Courtois. Il a écœuré à lui tout seul les attaquants de Liverpool. Le gardien belge a été impressionnant dans la cage madrilène, multipliant les parades réflexes. There was
Un magazine sportif paru en mars ne m'a pas classé dans le top 10 des gardiens de but. C'est un manque de respect. Être numéro 1 m'importe peu, je suis heureux aujourd'hui. La finale a été ternie par des scènes de chaos autour du Stade de France. Bousculade, mouvement de foule à l'entrée. Le coup d'envoi de la rencontre avait dû être retardé de 36 minutes. Il s'agissait d'un problème sportif plus que sécuritaire, provoqué par des milliers de faux billets, du jamais vu dans une finale aussi prestigieuse que celle de la Ligue des Champions. En tout cas, c'était l'une des plus belles finales de la Ligue des Champions pendant ces dernières années. Un dimanche dominé donc par l'actualité sportive, du tennis cette fois-ci. La Marocaine Ayel Aouni a décroché son billet pour le tableau final du tournoi junior de Roland-Garros de tennis. Ayel Aouni, 16 ans, a atteint ce tour après avoir battu lors des qualifications la néerlandaise Van der Broek-Luys en 2-7, 7-6. 6-2, 6-1, La joueuse marocaine occupe la première place au niveau national et africain et la 74e place au classement de la Fédération internationale de tennis. Bonne continuation, championne. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à très bientôt, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.